Drainville PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Alors, c'est maintenant le moment d'aborder les questions étranges, n'est-ce pas, des mythes et complots avec Christian Page. Bonjour, Salut, Christian. Bon, on va commencer avec les histoires d'OVNI. On aime tout le temps ça, les histoires d'OVNI. Les histoires d'OVNI, effectivement, c'est très populaire, mais ça devient d'autant plus intéressant lorsqu'il y a des espèces de confirmations par la bande de l'incident. Ouais. Et c'est le cas à présent. Et c'est assez étonnant parce que depuis quelques mois, ce n'est pas la première fois que j'en parle à ce micro, mais depuis quelques mois, le bureau de l'administration fédérale de l'aviation américaine, la FAA, a rendu public plusieurs dossiers ou plusieurs communications radio entre des pilotes, les tours de contrôle et à propos d'observations d'anomalies aériennes Qu'ils ont vu. Et là, il y a un cas notamment qui est assez sérieux, en fait, qui est assez documenté, qui est survenu à Long Island au cours des dernières semaines. Des dernières semaines, voilà. Ouais. Donc l'incident, le bureau de l'aviation américaine vient tout juste de rendre public une partie des communications. Donc je te situe un peu dans le contexte. On est le 26 mai dernier. Ouais. Il est presque 1h de l'après-midi, donc 12h59 précisément. Et là, on a un petit appareil, un Piper Saratoga. C'est un appareil qui peut compter 6 passagers, un monomoteur. L'appareil se trouve au-dessus de Long Island, un peu au nord-ouest de l'aéroport de John F. Kennedy. Ouais. Et voilà que le pilote contacte le centre de contrôle régional de l'aéroport Kennedy pour s'informer à propos de la présence d'un objet devant son avion. Alors, on écoute les échanges entre le pilote et le contrôleur aérien. New York approach is 161 Mike Alpha. I'm having an object in front of me. I don't know what it is. You mean like a drone or something? Don't know if it's a drone, but it's bigger than a drone. All right, well, Mike Alpha, I don't show anything on radar. I have to assume that it was a drone. That's the only, I don't know if that's a safe assumption or not, but I guess that's what we'll go by. Actually, it looks like it had lights on it. That's really interesting. Again, still show nothing on radar, so I don't know what to say. Alors, bon, on va résumer un peu parce qu'on entend moins bien au début, là, mais le pilote appelle la tour de contrôle et là, il dit, il y a un objet devant moi. Et j'ignore ce que c'est. Et là, le contrôleur aérien lui répond, ben moi, j'ai rien sur mon radar, c'est peut-être un drone. Voilà. Et là, le pilote de répondre, si c'est un drone, c'est beaucoup plus gros qu'un drone. Ouais. Et là, donc, ça a des lumières. Ça a des lumières, parce que là, puis évidemment, le contrôleur aérien dit, on va essayer de favoriser l'hypothèse du drone. Ouais. Et pourtant, le truc a des lumières. Et là, on entend dans la suite de la conversation, le contrôleur qui demande au pilote, est-ce que tu dois amorcer un virage pour éviter l'objet? Ouais. Le pilote dit, ben, j'aimerais quand même faire une manœuvre. Et donc, il est autorisé à faire cette manœuvre. Et lorsqu'on se remet à parler de l'OVNI, l'objet a à ce moment-là disparu dans les nuages. OK. Il faut savoir que le pilote se trouve à peu près à 6000 pieds d'altitude. C'est quand même très haut pour la manipulation d'un drone. Et effectivement, faire voler un drone proche des aéroports, ça devient excessivement névragique. Bon, moi j'ai un drone, là, pour parler de ma propre expérience, là. Ouais. Monter un drone à 1000 pieds, là, déjà, là, c'est très haut parce que tu le perds de vue. Voilà. Tu ne vois plus le drone. Parce qu'il devient un point minuscule dans l'horizon, là. Alors, à 6000 pieds, c'est 6 fois plus haut, là. C'est presque impossible. Et à 6000 pieds, et bien sûr, c'est vrai, faut pas se le cacher, depuis quelques années, 4 ou 5 ans, le bureau de l'aviation, autant les bureaux de l'aviation, autant au Canada qu'aux États-Unis, et même en Europe aussi, se plaignent de la présence de drones près des aéroports. C'est vrai que les gens font voler leurs appareils sans se rendre compte du danger potentiel que ça représente pour les manœuvres aériennes. Ouais. Mais néanmoins, dans le cas présent, donc, il y a l'observation, le pilote soutient que l'objet est plus gros qu'un drone, il a des lumières, et bien sûr, cette altitude de 6000 pieds, c'est quand même inhabituel pour l'utilisation ou la manipulation d'un drone. Il faut savoir qu'à ce moment-ci, le Bureau de l'aviation civile américaine a ouvert une enquête à propos de cet incident, et donc on va attendre les résultats, mais c'est le 1e incident du genre depuis quelques mois à être rendu public par l'administration de l'aviation américaine. OK. Parle-moi de l'Armageddon maintenant. Écoute, voilà un beau petit document pour toi si tu as envie de lecture ce week-end. Bon. C'est un document qui a été rendu public le 21 juin dernier. Il faut savoir que le document avait été préparé à l'intention de la Maison-Blanche en 2016, en décembre 2016. C'est un document de la NASA. Et en fait, c'est assez amusant que ce document-là soit rendu public aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on est le 30 juin. Et 2018, et ça fait donc 110 ans, jour pour jour, Louis,
aux petites heures, le 30 juin 1908, vers à peu près 7h13 du matin, une lumière immense est apparue dans le ciel au-dessus de la Russie. Quelques secondes plus tard, une onde de choc a été ressentie à travers toute la planète. À 1000 kilomètres de l'épicentre, à Irkoutsk, on a enregistré un tremblement digne d'un tremblement de terre d'à 5,5 sur l'échelle de Richter. Ouais. Et en 1927, les premières expéditions, et heureusement, c'était une région inhabitée, très éloignée, très difficile d'accès. En 1927, une première équipe s'est rendue sur place. On n'a pas trouvé de cratère, mais on a trouvé un secteur de 20 kilomètres où les arbres avaient été couchés en ligne rayonnante et sur une distance de plus de 300 kilomètres, on pouvait voir dans l'environnement des marques de cet impact. Okay. On n'a jamais pu identifier objectivement l'objet, mais selon toute vraisemblance, il s'agissait d'un débris d'une comète ou d'une météorite qui aurait explosé à quelques kilomètres de la surface. Si un incident comme ça s'était produit au-dessus d'une région habitée comme New York, la ville aurait été rasée et on aurait compté des millions de morts. En fait, de toute l'histoire de l'humanité, depuis que l'homme existe, jamais un incident comme celui-là n'avait été documenté. On n'avait jamais rien vu de semblable. Mais il est pas arrivé un événement un peu semblable, mais avec une moindre envergure, là. En 2013, au-dessus de la Russie, également, une météorite a explosé, 1500 blessés. Hein. Et là, il y avait des morceaux de météorites qui tombaient littéralement sur une ville. Là. Voilà. Et la plupart des gens qui sont décédés parce que, évidemment, dans cette explosion, les vitres ont volé en éclats, des bâtiments se sont écroulés. Ouais. Et donc, 1500 blessés. J'ai mentionné morts, mais c'est 1500 blessés dans cet incident-là. Donc, évidemment, cette préoccupation-là, elle est bien réelle. Est-ce que oui? Et chaque année, je te rappelle que chaque année, des oiseaux de malheur nous annoncent la chute de météorites qui va annihiler l'humanité. Exact. Dans la réalité, en fait, ces objets-là, on les appelle des géocroiseurs. Généralement, ils sont bien identifiés par la NASA. On connaît leur mouvement. En fait, ce sont des objets qui sont généralement en orbite autour du Soleil sur de très longues périodes. Et les objets qui mesurent plus de 150 mètres de diamètre ont été identifiés par la NASA. On en a plus de 18 000 qui ont été répertoriés, dont plusieurs centaines sont dangereux éventuellement pour l'humanité. Ils pourraient éventuellement croiser l'orbite de la Terre. Comme cette menace-là, elle est peu probable à court terme, mais elle est toujours, la menace est bien réelle. La NASA s'est donc penchée sur de quelle façon pourrait-on réagir pour répondre à cette menace. Un peu comme dans le film avec Bruce Willis, là. Armageddon. Où on envoyait des astronautes détourner la comète. Et en plaçant des espèces de fusées dessus, je pense, en forant. Puis, Et cette perspective-là, elle est bien réelle. Donc, dans ce document rendu public, la NASA élabore plusieurs stratégies pour contrer cette menace qui pourrait venir de l'espace. Il faut savoir que les grands objets qui pourraient entraîner une extinction de la race humaine, comme il y a 60 millions d'années, une météorite avait entraîné l'extinction des dinosaures, cette menace-là serait perçue visiblement depuis des années. Donc, la NASA pourrait voir ce géocroiseur dans l'espace et déterminer sa trajectoire. Donc, il y aurait un temps de réplique. Il y aurait un temps de réplique. Et dans les possibilités, la NASA envisage bien sûr de envoyer des missiles contre le météorite pour le détruire, envoyer un objet sur ce qui pourrait se poser sur le météorite en question pour le détruire dans l'espace ou le détourner de sa trajectoire. Parfois, une simple déviation de quelques degrés serait suffisant pour qu'il passe à côté de la Terre. Ouais. Néanmoins, la NASA mentionne bien qu'en dessous d'un objet de plus de 140 mètres de diamètre, il serait difficile de le localiser longtemps d'avance et à ce moment-là, le seul temps de réaction serait d'évacuer les zones qui risqueraient d'être touchées. Est-ce qu'on dit quels sont les dommages que pourrait causer un objet de moins de 140 mètres? Mais quand on parle d'un objet de 140 mètres, on parle d'une explosion d'énergie qui serait l'équivalent de 10 fois la bombe atomique. Donc, bon? Si t'imagines, là, on parle d'un objet de 140 mètres et dégagerait une énergie telle. Un objet plus petit, comme l'objet par exemple de la Tunguska en 1908, on parle de la destruction d'une région aussi grande que New York. Donc il faudrait procéder, mais est-ce qu'on sait quelle était est-ce qu'on a évalué la grosseur de la météorite à ce moment-là en 1908? Est-ce qu'on le sait? La météorite qui a détruit les dinosaures, on parle d'une météorite de 10 kilomètres de diamètre. Dans le cas de la météorite qui a explosé au-dessus de la Tunguska, qui a fait tous ces dommages, on parle d'une météorite d'à peu près 100 mètres.
Okay. Donc, c'est quand même énorme comme destruction. Et là, évidemment, il faut quand même prévoir ça. Mais ce document-là nous montre on reste encore pour l'instant relativement désarmé devant une telle menace, même si elle est hautement improbable à court terme. Mais en tout cas, il y a des plans. Alors, voilà, on a des plans. On a des plans au cas où. Au cas où. OK, on fait une brève pause, puis on revient tout de suite après. On va parler, entre autres, de soucoupes volantes. Oui. Alors, on est toujours avec Christian Page. On parle de mythes et de complots. Et là, tu veux parler de soucoupes volantes nazies qui sont retirés du marché. Je savais même pas qu'il y en avait sur le marché. Ouais, effectivement, ça c'est assez surprenant parce que c'est une histoire un peu amusante. C'est-à-dire que c'est la compagnie Revell. La compagnie Revell est bien connue des amateurs, les modélistes et des maquettistes parce que se spécialise dans les modèles réduits, voitures, bateaux, avions. Ouais. Et on fait même aussi dans un peu la science-fiction. Hein. Ils ont commercialisé des maquettes du sous-marin volant de la série Voyage au fond des mers, le Jupiter 2, le vaisseau perdu dans l'espace. Ouais. Donc, ils ont fait de ces maquettes-là. Donc, c'est une compagnie qui tient un peu le haut du pavé lorsque l'on parle de maquettes, de modèles réduits. Et là, voilà que la filiale allemande de Revell ont mis en marché il y a quelques semaines une soucoupe volante nazie baptisée l'Onebu 2. Alors là, Louis, je vais te faire un bond dans la culture et le mysticisme. Ah oui, non. Il existe une croyance dans les milieux ésotériques et mystiques qui s'est développée dans les années 60, qui voudrait que les Allemands, durant la Deuxième Guerre mondiale, à travers une espèce de société secrète, baptisée la Société du Vril ou le Vril, auraient eu des contacts avec des extraterrestres. Et ces échanges auraient permis aux ingénieurs de la Luftwaffe de développer des engins en forme de disque, capables de se déplacer à des vitesses comme 60 000 km à l'heure, capables d'aller dans l'espace, propulsés par l'énergie électromagnétique. Bref, des véhicules sortis d'un roman de science-fiction. Ouais. Et beaucoup de gens dans les milieux ésotériques ou mystiques croient en l'existence de ces vaisseaux-là. Il existe même sur Internet des plans des dites machines en question. Inutile de dire qu'il n'y a absolument rien de semblable dans les archives de la Deuxième Guerre mondiale. Mais il me semble que si ça avait existé, on le saurait. On les aurait utilisés. Probablement au dernier moment de la chute du Reich, Hitler, au lieu d'envoyer les jeunesses hitlériennes avec des uniformes trop grands et des carabines Mauser qui s'enrayaient à tout bout de champ, je pense qu'on aurait utilisé nos fameuses soucoupes nazies. Donc, voilà que la compagnie Revell s'inspire de ce mythe des soucoupes nazies pour commercialiser cette maquette. En soi, il n'y a rien de dommageable là-dedans. La problématique, c'est que sur le carton d'emballage et dans le petit livret, le guide du modéliste à l'intérieur, c'est la compagnie Revell a omis de mentionner que les soucoupes nazies n'ont jamais existé. Okay. Alors, évidemment, levée de bouclier des historiens et des puristes de la Deuxième Guerre mondiale, levée de bouclier également chez les milieux enseignants en Allemagne, parce qu'on se dit, c'est donner une mauvaise impression dans l'éducation et donner l'idée que ces soucoupes volantes nazies ont existé. Ce qui est assez surprenant, Louis, c'est que moi, une soucoupe comme ça, j'en ai une dans mes collections privées. Ah oui, une maquette de cette soucoupe. T'es le genre à faire des modèles à coller, toi. J'ai une espèce de petit musée de choses bizarres. Okay. Et j'ai ça. J'ai acheté la mienne d'un commerçant japonais, d'un fabricant japonais. Oh, il t'a déjà monté. Inutile de dire que dans le petit dépliant qui accompagnait l'engin, on nous mentionne pas ex cathedra que la soucoupe a jamais existé. OK, on fait comme si c'était vrai. Comme si c'était vrai. Alors pourquoi dans le cas présent? Tu auras bien compris que parce que c'est la filiale de Revell en Allemagne, et en Allemagne, dès qu'on parle du Troisième Reich, dès qu'on parle du nazisme, on a l'épiderme sensible. Oui, je comprends. D'où, bien sûr, cette levée de bouclier. Et la compagnie Revell a accepté de retirer sa maquette du marché. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de plan pour la remettre en commerce, ni avec les ajouts historiques qui permettraient de recontextualiser toute l'affaire. Il y a une des premières compagnies, en fait, à avoir fabriqué une soucoupe volante qui volait pour vrai. C'était au Canada. Oui. C'était la compagnie Avro Canada qui avait développé un modèle de soucoupe volante, mais avec une espèce d'immense turbine au centre. Ça volait pas très bien, ça volait un peu tout croche. C'est d'ailleurs, Louis, que ce projet-là, c'est un projet qui avait été développé dans les années 50 par l'armée américaine. Oui, le projet, en fait, on l'appelait, le nom de code du projet, c'était Projet Silverbug, insecte d'argent. Ouais. Et l'idée, c'était de développer des engins à décollage vertical. Ouais. L'idée de la soucoupe volante, ça, c'est venu
après, là, on a fait l'association, mais l'idée, c'était de développer des engins avec un décollage vertical. C'était la guerre de Corée, on cherchait le moyen de pouvoir se poser dans des régions boisées, et ensuite, bien sûr, la guerre du Vietnam. Et évidemment, déboiser des régions entières pour permettre à des hélicoptères de se poser, c'était problématique. Donc, l'armée développe cette idée-là, un engin à développement vertical, à décollage vertical. La compagnie Avro Canada, qui avait développé notamment l'avion Arrow, qui est bien connu pour l'avion mythique. Mythique, un peu un scandale parce qu'on l'a détruit avant de pouvoir le commercialiser. Donc, elle développe ce projet-là. Sur papier, là, le projet Silverbug parlait d'un engin capable de voler à 25 000 km à l'heure, évoluer à une altitude de 60 000 pieds d'altitude. C'était le Nec Plus Ultra. Avro avait été retenu comme la compagnie pour le fabriquer. Les travaux ont débuté en 1959, abandonnés en 1961, et tu le mentionnes, cette fameuse soucoupe qui faisait à peu près 6 mètres de diamètre, faisait un boucan épouvantable. Elle s'est élevée au mieux à 30 cm au-dessus du tarmac. Il y avait des problèmes de stabilité tout à fait épouvantables. Aujourd'hui, il n'existe que 2. On en avait construit 2, et ces 2 modèles sont exhibés aujourd'hui, un au Musée de l'air et de l'espace à Washington, D.C., et l'autre à l'entrée de la base de l'armée de l'air américaine à Fort Eustis. Donc, c'était... Mais le vol vertical a longtemps été... a été, une quête, exactement. Puis la compagnie qui a réussi à le faire de façon plus sécuritaire, là, c'est la compagnie qui a fabriqué le Harrier Jump Jet. C'est ça, la compagnie BAE, une compagnie britannique. Britannique, effectivement. Donc, les Harriers sont encore utilisés aujourd'hui. Des modèles évidemment plus sophistiqués, mais ils peuvent inverser un peu leur turbine et permettre ce décollage vertical. Exact. Mais bon, notre soucoupe Avro était quand même quelque chose d'assez spectaculaire. Et si le roi Arthur n'était qu'un mythe? On n'était pas un mythe. On n'était pas un mythe, excuse-moi. On n'était pas un mythe. Parce que, écoute, dans les légendes, on connaît tous cette histoire de légende arthurienne. Le roi Arthur, les chevaliers de la table ronde, 1000 fois exploité au cinéma. Même Indiana Jones s'est flirté avec le mythe du Saint Graal et des chevaliers de la table ronde. Il faut savoir que tous les textes qui nous parlent du roi Arthur, ce sont des textes qui datent à peu près du 10e siècle ou postérieur au 10e siècle. Geoffroy de Bonnemort, Chrétien de Troyes, et c'est souvent des textes qui sont à la fois poétiques, des contes ou encore des poèmes qui nous parlent de ce légendaire roi Arthur. Bien sûr, on n'a pas de preuves historiques de l'existence du personnage. Et à n'en croire les légendes arthuriennes, le roi serait né dans un château dans le sud de l'Angleterre, en Cornouailles, qui s'appelle le château de Tintagel. Or, voilà que depuis quelques années, il y a des fouilles à Tintagel, qui est un véritable lieu. Il y a actuellement un château qui est là, qui a été construit aux alentours du 9e, 10e siècle, et il y a des travaux qui sont là. Et les archéologues ont démontré que le château actuel était construit sur d'anciennes fortifications qui dataient plutôt du 6e ou 7e siècle, ce qui nous replace un peu dans le contexte des légendes du roi Arthur. Et là, voilà qu'on vient de trouver une dalle sur laquelle il y a des inscriptions en latin, en grec et des représentations stylisées de croix chrétiennes. Ce qui semble indiquer donc que les ruines sur lesquelles le château actuel de Tintagel a été construit, ces ruines-là devaient abriter un centre commercial, un centre intellectuel important. Et on n'a pas trace de ça dans l'histoire, et ça nous ramène directement à la légende du roi Arthur. Bien sûr, cette découverte-là est très insuffisante pour dire « Ah, le roi Arthur a réellement existé », mais elle replace le château de Tintagel ou le lieu Tintagel comme étant un lieu important au 5e, 6e et 7e siècle après Jésus-Christ, comme le racontent les légendes arthuriennes. Alors, évidemment, ceux qui veulent croire en la légende du roi Arthur voient dans cette découverte de l'eau à leur moulin, et bien sûr, les légendes du roi Arthur sont toujours d'actualité dès que l'on parle de récits fantastiques et extraordinaires. Bon, alors là, les travaux se poursuivent, les recherches se poursuivent. Oui, en fait, c'est amusant parce que cette fameuse dalle en question a été découverte l'été dernier, et ce n'est que cette année, donc, après avoir nettoyé la pièce, l'avoir décodée, avoir mis en exergue un peu ces inscriptions sur la pierre, qu'on a déterminé effectivement qu'il s'agissait d'inscriptions grecques et latines. Wow. Bon, alors la suite peut-être la suite. On verra. Qui sait, trouvera-t-on Excalibur? Exactement. Planté dans une roche, je sais pas trop. Absolument, oui.
Christian Page, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs.